Allez, on attaque ici cet exercice de probabilité. On vous dit cet exercice est un questionnaire à choix multiples comportant 4 questions indépendantes. Donc les questions ici sont indépendantes. Vous pouvez les traiter de manière indépendante. Alors pour chaque question, une seule des 4 affirmations proposées est exacte. Une seule des 4 affirmations proposées est exact. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à l'affirmation exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Alors là, on a tendance à croire que les QCM sont une forme d'exercice facile. Attention, ce n'est pas le cas, puisque si vous jouez au hasard, il est très très fort probable que vous ayez 0 point par question. Donc n'essayez pas de jouer au hasard, ça ne fonctionne pas. Alors voici la première question. On vous dit, dans un hypermarché, 75% des clients sont des femmes. Une femme sur 5 achète un article au rayon bricolage, alors que 7 hommes sur 10 le font. Une personne choisie au hasard a fait un achat au rayon bricolage. La probabilité que cette personne soit une femme a pour valeur arrondie au millième. Donc soit la réponse A, soit la réponse B, soit la réponse C, soit la réponse D. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de comprendre dans quel contexte nous sommes. Là, avec un petit peu d'expérience, on voit pertinemment, on comprend que c'est un exercice de probabilité conditionnelle. Alors, si c'est un exercice de probabilité conditionnelle, on commence par faire un arbre pondéré sur son brouillon pour voir quelles sont les probabilités qu'on nous donne ici. Donc déjà, je sais que la personne choisie est soit une femme, soit un homme. Très bien. Et on vous dit ici, 75% des clients sont des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de l'événement F, c'est 0,75. Donc j'en déduis tout de suite que la probabilité de l'événement H, qui est l'événement contraire, c'est 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25, puisque vous savez que la somme de ces deux probabilités-là doit vous donner 1. Donc là, on sait que l'événement H, l'événement être un homme, est l'événement contraire de l'événement F qui est être une femme. Donc ici, comme on vous donne dans l'énoncé, on vous dit que 75% des clients sont des femmes. Donc P de F est égal à 0,75. Alors si c'est une femme, elle peut soit acheter un article au rayon bricolage, soit elle peut ne pas acheter d'article au rayon bricolage. Pareil pour un homme, donc soit il achète un article au rayon bricolage, soit il n'achète pas d'article au rayon bricolage. Donc là, on vous dit une femme sur 5 achète un article au rayon bricolage. De quelle probabilité là il s'agit? Une femme sur 5, on sait que c'est 1/5. Alors où est cette probabilité-là? Eh bien cette probabilité-là est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire c'est la probabilité d'acheter un article au rayon bricolage sachant que je suis une femme. Donc là, c'est P de B sachant F qui est égal à 1/5. Donc cette probabilité-là, P de B sachant F est égal à 1/5. C'est celle ici qu'on a surlignée dans l'énoncé. Alors de la même manière ici, on vous dit alors que 7 hommes sur 10 le font. 7 hommes sur 10 le font. Donc 7 hommes sur 10, c'est une probabilité de 7 dixièmes. Où est cette probabilité-là? Il s'agit de P de B sachant H, puisque c'est la probabilité d'acheter un article au rayon bricolage, sachant que c'est un homme qui le fait. Donc c'est P de B sachant H, donc là c'est de 7 dixièmes. Donc cette probabilité-là est reportée ici, P de B sachant H est égal à 7 dixièmes. Alors là, ce que je peux faire avant même de répondre à la question, c'est de me dire quelle est la probabilité qui est ici. Alors la probabilité qui est ici, c'est ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de mettre ici en bout de branche les probabilités d'intersection d'événements, c'est-à-dire ici P de F inter B, et je sais que P de F inter B, ça va être cette probabilité-là fois celle-ci. Donc là, je sais déjà que ça fait 0,75 fois 1/5. Donc de la même manière ici, je vais venir mettre la probabilité ici en bout de branche, c'est-à-dire c'est la probabilité de l'intersection d'événements. Alors je vais me mettre dans une autre couleur, c'est P de F inter B bar. Donc ici c'est P de F inter B bar, c'est tout simplement cette probabilité-là fois celle qui est ici. Donc c'est
P de F inter B bar, c'est ici 0,75, d'accord, fois celle-ci. Et celle-ci, elle est égale à combien? Eh bien, c'est 1 moins celle qui est au-dessus ici. Donc, 1 moins 1 cinquième. Donc, ici, je sais déjà que ça fait 4 cinquièmes, puisque c'est 1 moins 1 cinquième. 5 cinquièmes moins 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Donc, ici, j'ai 4 cinquièmes. Alors, de la même manière, ici, quelle est cette probabilité que je vais mettre ici en bout de branche? C'est la probabilité de l'intersection d'événements, c'est-à-dire P de H inter B. Et je sais que P de H inter B, ça va être cette probabilité-là fois celle-ci, c'est-à-dire que ça va être 0,25 fois 7 dixièmes. Alors de la même manière ici, je vais venir mettre la probabilité ici qui est en bout de branche, c'est-à-dire P de H inter B bar, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection des événements. Et P de H inter B bar, je sais que ça va être cette probabilité-là fois celle qui est ici. Et celle qui est ici, je sais que c'est P de B bar sachant H. Et P de B bar sachant H, eh ben c'est 1 moins cette probabilité-là, moins 7 dixièmes. Donc c'est 1 moins 7 dixièmes, ce qui fait 10 dixièmes moins 7 dixièmes, qui me donne 3 dixièmes. Donc ici, P de H inter B bar, on a dit que c'était cette probabilité-là fois celle qui est ici, c'est-à-dire 0,25 fois ici 3 dixièmes. Et donc je viens ici faire ces calculs. 0,75 fois 1 cinquième me donne 0,15, 0,75 fois 4 cinquièmes me donne 0,6, 0,25 fois 7 dixièmes me donne 0,75, 0,25 fois 3 dixièmes me donne 0,075. Donc à ce stade de la réflexion, on voit bien ici qu'on a P de F, on a ici P de B sachant F, P de B bar sachant F. On a aussi P de H et on a aussi P de B sachant H, P de B bar sachant H, et en faisant la multiplication ici, on a les probabilités des intersections d'événements, c'est-à-dire P de F inter B qui est égal à 0,75, P de F inter B bar qui est égal à 0,6, P de H inter B qui est égal à 0,175 et P de H inter B bar qui est égal à 0,075. Donc ici, on vous dit une personne choisie au hasard a fait un achat au rayon bricolage. La probabilité que cette personne soit une femme a pour valeur arrondie au millième. Donc ici, on cherche la probabilité que cette personne soit une femme et on sait qu'elle a fait un achat au rayon bricolage. Donc là, si on prend cette phrase-là et qu'on la reformule, eh bien ici, il s'agit de quelle probabilité? Il s'agit de la probabilité que ce soit une femme, d'accord, P de F, sachant qu'elle a fait un achat au rayon bricolage, donc P de F sachant B. C'est P de F sachant B que nous sommes en train de chercher. Alors, est-ce que cette probabilité-là, c'est une probabilité conditionnelle? Est-ce que nous l'avons dans cet arbre pondéré qu'on vient de réaliser juste à l'instant? Eh bien non, parce qu'on voit ici que cette probabilité conditionnelle, il y a du F et du B, c'est P de F sachant B, mais attention ici, celle qu'on a ici, vous voyez, c'est P de B sachant F, et vous savez très bien que P de A sachant B, ça n'a rien à voir avec P de B sachant A. Ce ne sont pas du tout les mêmes probabilités. En revanche, quand c'est une intersection d'événements, on sait que P de A inter B, d'accord, c'est P de B inter A. Quand il s'agit d'une intersection, A inter B, c'est le même événement que B inter A. En revanche, A sachant B, d'accord, ça n'a rien à voir avec P de B sachant A. Donc ici, P de F sachant B, on voit bien que cette probabilité-là, on ne l'a pas dans cet arbre pondéré. À quoi doit-on penser? Eh bien, à faire l'arbre contraire, celui qui commence par B, B bar, d'accord, et ici, c'est F, H, F, H. Très bien. Alors cet arbre contraire ici, on va retrouver ici P de B, d'accord? Ici P de B bar, d'accord? Ici P de F sachant B. Ici P de H sachant B. Ici P de F sachant B bar, d'accord? Et ici P de H sachant B bar. Et puis ici en bout de branche, la même logique, on a ici du B et du F, donc ici on va retrouver du P de B inter F. Ici on a du B et du H, donc ici on va retrouver du P de B inter H. Ici P de B bar inter F. Et ici P de B bar inter H. Où est la probabilité que nous sommes en train de chercher, c'est-à-dire celle-là, P de F sachant B
elle est ici. P de F sachant B, c'est celle-ci qu'on est en train de chercher. Alors, je vous ai dit il y a quelques secondes que l'intersection d'événements, si on a A inter B, c'est la même chose que B inter A. Donc ici, P de B inter F, c'est la même chose que P de F inter B que nous avons ici, d'accord? P de F inter B et P de B inter F, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, ce 0,15 qui est ici, on peut très bien le reporter ici. Et donc, on sait que P de B inter F, c'est 0,15. Alors, de manière visuelle, comme je sais que P de B fois P de F sachant B est égal à P de B inter F, je me dis, eh bien, je suis en train de chercher cette probabilité, donc ce serait super cool d'avoir celle-ci. Pourquoi? Puisque j'ai une relation qui me lie ces trois probabilités-là, elle me lie ces trois probabilités, je sais que P de B, je sais que la première, celle-ci fois la deuxième, est égale à la troisième, d'accord? Donc là, je me dis, eh bien, j'ai celle-ci, je cherche celle-là, d'accord? Eh bien, ce serait bien d'avoir P de B. Donc, si j'ai P de B, le tour est joué. Et je sais que P de B, je peux le trouver par la formule des probabilités totales, puisque je sais que P de B ici, c'est tout simplement P de F inter B, d'accord, plus P de H inter B par la formule des probabilités totales. Donc, je vais pouvoir dire ici que P de B ici, P de B, c'est tout simplement P de F inter B, d'accord, plus P de H inter B que j'ai déjà grâce au premier arbre, puisque P de F inter B, je l'ai ici, c'est 0,15, donc je vais pouvoir dire ici que c'est 0,15, plus P de H inter B que j'ai ici, c'est 0,175. Donc 0,175. Donc en faisant cette addition, je trouve 0,325. 0,325. Ça veut dire que maintenant, j'ai la valeur de P de B qui est égale à 0,325. Donc je vais pouvoir dire que P de F sachant B, c'est celle que je cherche ici, P de F sachant B, eh bien c'est tout simplement P de B inter F, celle-ci, P de B inter F, divisé par P de B que je viens de trouver grâce à la formule des probabilités totales. Donc ici, c'est ce que j'écris, la formule c'est P de F sachant B, c'est P de B inter F divisé par P de B, puisque c'est la formule d'une probabilité conditionnelle. P de B inter F, c'est cette valeur-là que j'ai calculée, c'est 0,15, d'accord? Et puis ici, P de B ici, je viens de la trouver grâce à la formule des probabilités totales, c'est 0,325. Et quand je fais ce calcul-là, P de F sachant B, c'est égal à 0,15 divisé par 0,325, eh bien ce calcul-là me donne tout simplement cette valeur, 0,462, donc la réponse ici, c'est la réponse C. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour le QCM, il faut vraiment prendre le temps de bien tout décortiquer pour ne pas se planter. Donc là, on a validé la réponse C, mais comment on y est arrivé? On a fait d'abord un premier arbre. On sait que 75% des clients sont des femmes, donc c'est P de F égale 0,75. Et on sait qu'une femme sur 5 achète un article au rayon bricolage. Une femme sur 5, ça veut dire c'est P de B sachant F qui est de 1/5. Donc là, je suis en train de vous entourer les probabilités que nous avons dans l'énoncé. Et on sait aussi que 7 hommes sur 10 vont acheter un article au rayon bricolage, donc c'est P de B sachant H. Donc là, ce sont les trois probabilités que nous avons à la base dans l'énoncé. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de faire cet arbre-là, et puis de compléter de manière automatique quelles sont les probabilités que vous pouvez déduire de ces trois probabilités. Et bien celle-ci, elle est très facile à voir, même si on ne s'en sert pas, c'est 1 moins 0,75, donc 0,25. Pareil ici, pour P de B bar sachant F, c'est 4/5 puisque c'est 1 moins 1/5, d'accord? Pareil ici, pour P de B bar sachant H, c'est 3/10 puisque c'est 1 moins 7/10. Et je complète ici en bout de branche par les probabilités d'intersection d'événements. Je sais ici que P de F inter B, eh ben, c'est celle-ci fois celle-là, d'accord? On va multiplier les deux probabilités qui sont sur les branches. Donc on obtient ici 0,15. Pareil pour P de F inter B bar, je fais ma multiplication entre P de F ici et P de B bar sachant F.
je trouve 0,6, et pareil ici, et pareil ici. Ensuite, je relis l'énoncé, je me dis, mais qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce que la probabilité qu'on me demande, est-ce qu'elle fait partie ici du premier arbre? Donc, je lis l'énoncé, et on cherche ici, on sait qu'une personne choisie au hasard a fait un achat au rayon bricolage, et on vous demande quelle est la probabilité que cette personne soit une femme. Donc, il s'agit bien de P de F sachant B. Et P de F sachant B n'est pas dans le premier arbre. Donc, je pense à faire tout de suite le deuxième arbre et je regarde où se trouve cette probabilité de P de F sachant B. Cette probabilité se trouve ici, d'accord? Vous voyez, hop, elle se trouve ici, d'accord? Elle se trouve ici. Alors, je me dis, mais comment je vais faire pour trouver cette probabilité? Eh bien, je sais que j'ai une relation entre cette probabilité-là, P de B, celle que je cherche ici, qui est P de F sachant B, et celle qui est en bout de branche ici, qui est P de B inter F. Alors, je sais que P de B inter F et P de F inter B, ce sont les mêmes. Donc, cette probabilité-là, 0,15, je peux venir la reporter ici. Donc, je me dis, j'en ai trouvé déjà une sur deux. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Eh bien, c'est P de B ici. Et P de B ici, comment je vais faire pour la trouver? Eh bien, grâce à la formule des probabilités totales, je sais que P de B, eh bien, je vais venir sommer ces probabilités-là. P de F inter B, P de F inter B, et puis ici, P de H inter B. P de H inter B, je vais venir sommer ces deux probabilités-là grâce à la formule des probabilités totales ici, d'accord, pour obtenir P de B. Donc, une fois que j'ai P de B, vous voyez, j'ai P de B et j'ai P de B inter F. Donc, je vais pouvoir en déduire P de F sachant B en faisant tout simplement, je sais que P de F sachant B, c'est P de B inter F, d'accord, divisé par P de B. Donc, je fais ce calcul et je trouve la réponse ici, petit c. Donc, vous voyez ici, ce sont des techniques de QCM. Attention, s'il vous plaît, ne jamais sous-estimer la difficulté d'un QCM. Ne pensez pas que le QCM, c'est quelque chose de facile. C'est complètement faux. C'est pas facile de trouver la bonne réponse et d'en être certain pour un QCM. Allez, on attaque ici cette deuxième question du QCM. On vous dit, dans cet hypermarché, un modèle d'ordinateur est en promotion. Une étude statistique a permis d'établir que chaque fois qu'un client s'intéresse à ce modèle, la probabilité qu'il l'achète est égale à 0,3. On considère un échantillon aléatoire de 10 clients qui se sont intéressés à ce modèle. La probabilité qu'exactement 3 d'entre eux aient acheté un ordinateur de ce modèle a pour valeur arrondie au millième, et on vous donne ici 4 valeurs. Alors là déjà, il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille, qui va plutôt m'orienter. C'est le fait qu'on me demande la probabilité qu'exactement 3 d'entre eux. Donc ça déjà, ça me fait penser à une loi binomiale. Alors pour une loi binomiale, pour avoir une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, il me faut d'abord une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve de Bernoulli, vous le savez, elle a deux issues possibles. C'est soit le succès, soit l'échec. Donc ici, quelle est notre épreuve de Bernoulli? Eh bien, c'est très facile. C'est de considérer une seule personne qui se présente devant ce modèle d'ordinateur et qu'elle l'achète. Donc, le fait de l'acheter, c'est le succès. Et on vous dit ici, une étude statistique a permis d'établir que chaque fois qu'un client s'intéresse à ce modèle, la probabilité qu'il l'achète est égale à 0,3. C'est-à-dire qu'ici, la probabilité du succès, donc ce qu'on va considérer comme un succès, c'est le fait qu'une personne achète cet ordinateur. Donc P du succès, c'est ce qu'on note P de S, et c'est ce qu'on note aussi petit p, est égal à 0,3. Donc l'échec, la probabilité de l'échec, eh ben, c'est 1 moins la probabilité du succès, vous le savez. Donc c'est 1 moins P, donc c'est 0,7. Donc si on considère une seule personne, cette personne, soit elle achète, soit elle n'achète pas, et on considère comme succès le fait qu'elle achète. Alors évidemment, on a compris que cette épreuve de Bernoulli ici va être répétée 10 fois de manière identique et indépendante. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à un échantillon de 10 personnes qui vont venir se présenter devant ce produit de manière identique et indépendante. Et on se dit donc X est une variable aléatoire qui est égale au nombre de succès. Donc X prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Pourquoi? Et bien sûr, ces 10 personnes, si X est égal à la variable aléatoire égale au nombre de succès, c'est-à-dire que X va être égal au nombre de personnes qui vont
vont acheter cet ordinateur sur les 10 personnes. Donc, soit on va avoir 0 personne qui va acheter, soit une personne qui va acheter, soit 2 personnes, soit 3 personnes, soit 4, soit 5, soit 10. C'est ce qui justifie que X ici suit une loi binomiale de paramètres avec un S, n égale 10, puisque c'est le nombre de fois où l'épreuve de Bernoulli est répétée de manière identique et indépendante. Et donc, comme là, il y a 10 personnes, donc ça veut dire que n est égal à 10. Et P ici est égal à 0,3, puisque c'est la probabilité du succès de l'épreuve de Bernoulli. Donc là, si vous voulez, on a bien justifié. On n'a pas besoin de le justifier ici parce que c'est un QCM, mais si jamais dans un autre exercice, on vous demandait de le justifier, c'est comme ça qu'il faut le justifier. Donc d'abord, on pose une épreuve de Bernoulli et on se dit quel est le succès, quel est l'échec. On sait qu'une épreuve de Bernoulli, elle n'a que 2 issues, soit succès, soit échec. Ici, le succès est égal à 0,3, l'échec est égal à 0,7. Et puis cette épreuve de Bernoulli est répétée 10 fois de manière identique et indépendante. La variable x, c'est une variable aléatoire qui est égale au nombre de succès, qui va venir compter le nombre de fois où il y a eu succès. Et donc x prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc c'est ce qui justifie que x suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,3. Donc maintenant que nous avons compris ça, on vous demande ici la probabilité qu'exactement 3 d'entre eux aient acheté un ordinateur de ce modèle a pour valeur. Donc là, on cherche P de x égale 3. Et P de x égale 3, j'ai une formule qui me permet de calculer P de x égale k quand x suit une loi binomiale. Donc c'est k parmi n, probabilité du succès à la puissance k et probabilité de l'échec à la puissance n-k. Donc ça, c'est si jamais je veux le faire à la main. Sinon, on utilise la calculatrice, votre calculatrice préférée. Et dans vos calculatrices, il y a des menus qui vous permettent de choisir la loi binomiale, de rentrer le paramètre n, de rentrer le paramètre p. Donc ici, n égale 10 et p est égal à 0,3. Et puis aussi de rentrer la valeur de k, et ça vous donne, la calculatrice vous donne p de x égale k, donc ce que vous cherchez. Donc là, en l'occurrence, vous allez rentrer ici k égale 3, puisque vous voulez chercher quand est-ce que p de x égale 3. Donc ici, ça va être tout simplement p de x égale 3. Donc là, vous allez rentrer dans votre calculatrice k égale 3. Et puis, en appuyant sur tout simplement le bouton entrée, vous allez avoir la probabilité de p de x égale 3. Donc ici, moi, je vous ai juste redonné la formule. C'est p de x égale 3. Ça va être ici 3. Donc je remplace ici k par 3. Donc 3 parmi 10. 3 parmi 10. La probabilité du succès ici, c'est petit p, donc c'est 0,3 à la puissance k, donc ici k c'est 3, d'accord, boum, et puis 1 moins p, ça va faire 1 moins 0,3, 1 moins 0,3 c'est 0,7, n moins k, la puissance n moins k, n c'est 10 et k c'est 3, donc n moins k ici c'est 10 moins 3, donc c'est égal à 7. Donc vous tapez ceci à la calculatrice et on obtient ici à peu près 0,267. Donc si vous voulez que je vous détaille le calcul ici, 3 parmi 10 ici on obtient 120, d'accord, 0,3 à la puissance 3, et ben on va obtenir 0,027, 0,027 et puis 0,7 à la puissance 7, on va obtenir à peu près 0,823 543. Donc si vous faites ce calcul-là, vous obtenez 0,267 et 0,267, c'est la réponse D. Donc c'est la réponse D. Voilà, donc encore une fois, il ne faut pas essayer de jouer au hasard ici. Il faut savoir exactement ce que vous êtes en train de faire si vous voulez avoir le point du QCM. Allez, question 3 ici, on vous dit cet hypermarché vend des téléviseurs dont la durée de vie exprimée en années peut être modélisée par une variable aléatoire réelle qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc ici, votre variable aléatoire réelle, c'est la durée de vie de ce téléviseur en années. Donc c'est la durée de vie exprimée en années du téléviseur. Et donc cette variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc on peut commencer par prendre des notes. X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et je sais que x ici c'est la durée de vie, en années, du téléviseur, Donc je prends des notes, donc pour bien comprendre l'énoncé. Très bien, on vous dit ici la durée de vie moyenne d'un téléviseur est de 8 ans.
Alors, le mot moyenne vous fait penser à quoi? La durée de vie moyenne, je sais que la durée de vie moyenne, c'est toujours une histoire d'espérance. C'est-à-dire que l'espérance de x est égale ici à 8 ans, est égale à 8 ans. Et il vous aide ici en vous disant ce qui se traduit par lambda est égal à 1/8. Ce qui se traduit par lambda est égal à 1/8. Donc là, ils ont été sympas, ils vous ont donné lambda. Pourquoi? Parce que je sais que dans une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, je sais que l'espérance de cette variable aléatoire est égale à 1 sur lambda. Je le sais, c'est le cours qui me le dit. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Et comme je sais que l'espérance ici est égale à 8, ça veut dire que 8 est égal à 1 sur lambda. Et puis en inversant 1 sur lambda, on obtient lambda. Et en inversant 8, on obtient 1/8. Donc là, ils auraient pu ne pas vous le donner, mais là, ils vous le donnent. Donc ici, si vous voulez, pour récapituler, on sait ici que x est une variable aléatoire qui représente la durée de vie en année d'un téléviseur. Je sais que cette variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Et je sais que la durée de vie moyenne de ce téléviseur, ce qui correspond à l'espérance de x, est égal à 8. Et on vous dit, on en déduit que lambda est égal à 1/8. Mais si on ne vous l'avait pas dit, vous savez que l'espérance de x, c'est 1 sur lambda. Et donc, si je sais que l'espérance de x est égale à 8, donc 8 est égal à 1 sur lambda. Donc, en inversant 1 sur lambda, on obtient lambda. Et en inversant 8, on obtient 1/8. Bref, tout ça pour dire qu'ici, ils ont été sympas et qu'ils vous donnent lambda égale 1/8. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous dit la probabilité qu'un téléviseur pris au hasard fonctionne encore au bout de 6 ans a pour valeur arrondie au millième. Donc, fonctionne encore au bout de 6 ans, ça veut dire tout simplement que la durée de vie qui est représentée par la variable aléatoire grand X doit être supérieure ou égale à 6. Donc ici, je cherche P de X supérieur ou égal à 6. Cela veut dire que je cherche la probabilité que la durée de vie du téléviseur dépasse 6 ans, puisqu'ici, on vous dit la probabilité qu'un téléviseur pris au hasard fonctionne encore au bout de 6 ans, c'est-à-dire que la durée de vie dépasse 6 ans. Donc là, je sais déjà que je cherche P de X supérieur ou égal à 6. Alors rapidement ici, si je connais bien mon cours, je sais que quand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda, je sais que ma fonction densité f de X, c'est lambda exponentielle de moins lambda X, et je sais que sa courbe représentative, parce que je connais mon cours, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qui passe ici en lambda, d'accord, et c'est une courbe qui est strictement décroissante et qui tend ici vers 0. Très bien. Et donc, moi, ce que je cherche ici, c'est P de X supérieur ou égal à 6. Ça veut dire ici que je vais me mettre en 6 ici. Et je sais que P de X supérieur ou égal à 6, d'accord, ça représente cette R-là. C'est cette R-là que je cherche. Et je sais que cette R-là, d'accord, cette R-là, c'est P de X supérieur ou égal à 6. Et je sais aussi que cette R-là, c'est 1 moins cette R-là qui est ici. C'est 1 moins cette R-là qui est ici. Et quelle est l'air ici que je suis en train de mettre ici en rose? Eh bien, c'est tout simplement ici P de X compris entre 0 et 6. Donc ça veut dire que P de X supérieur ou égal à 6, ce que je cherche, c'est 1 moins P de X compris entre 0 et 6. Et P de X compris entre 0 et 6, je sais que c'est l'intégrale de 0 à 6 de ma fonction densité f de X dx. Donc ici, j'obtiens 1 moins l'intégrale de 0 à 6 de f de x dx. Alors cette fonction densité, je suis censé la connaître, c'est le cours qui me la donne, donc c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 6 de lambda exponentielle de moins lambda x dx. Je sais que lambda est égal à 1/8 puisqu'on me le donne dans l'énoncé, donc ici je vais pouvoir écrire que c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 6 de 1/8 exponentielle de moins 1/8 de x dx. Et puis là, j'ai une fonction ici que je dois intégrer, c'est-à-dire que je dois trouver sa primitive. Et bien entendu, je sais que exponentielle de x, la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Par contre, ici, je n'ai pas exponentielle de x, j'ai
exponentielle de u de x, d'accord? Donc je sais aussi que exponentielle de u de x, sa primitive, attention, il me faut ici du u' de x fois exponentielle de u de x, puisque la primitive de u' fois e de u, c'est e de u de x. Donc ça, c'est une histoire d'intégrale. Attention, si je veux trouver la primitive de u' e de u, c'est e de u, d'accord? C'est e de u. Donc là, je vois bien ici que ça, c'est u de x, d'accord? Et je me demande, est-ce que ça, c'est son u'? Eh bien non, puisque si ça, c'est u, d'accord? Son u', attention, c'est moins 1/8 de x. Donc là, je vais tout simplement faire apparaître le moins 1/8, donc moins 1/8 avec un autre moins. Donc ça fait moins 1/8 exponentielle de moins 1/8 de x dx. Ceci, je dois calculer l'intégrale entre 0 et 6. Et puis ici, je reporte un moins. Donc ce moins-là, je peux le sortir de mon intégrale. Et j'obtiens ici 1 plus l'intégrale de 0 à 6 de moins 1/8. D'accord? Moins 1/8 exponentielle de moins 1/8 de x dx. Et là, regardez ce que j'ai fait apparaître. J'ai ici e de u de x. Et puis ici, j'ai son u'. Et je sais que u' exponentielle de u, sa primitive, la primitive de u' exponentielle de u, c'est e de u. Donc ici, je vais pouvoir écrire que c'est 1 plus entre crochets la primitive de cette fonction-là, qui est donc e de u, qui est donc e de moins 1/8 de x, à calculer entre 0 et 6. Donc là, je vais obtenir 1 plus... Ici, ouvrir crochet, exponentielle de moins 1/8 fois 6, moins exponentielle de moins 1/8 fois 0. Alors, 1/8 fois 0 me donne 0, exponentielle de 0 me donne 1. Donc ici, je vais obtenir moins 1. Ici, 6 divisé par 8, donc 6 divisé par 8, vous le savez, c'est 3/4. Donc ici, j'obtiens exponentielle de moins 3/4, d'accord? Je ferme mon crochet ici, et puis ici, j'ai un 1 plus. Et puis là, si je veux enlever mes crochets, je peux les enlever puisque j'ai un plus devant le crochet. Donc j'ai 1 plus exponentielle de moins 3/4 moins 1. Et là, je vois qu'il y a une simplification 1 moins 1. Et je trouve exponentielle de moins 3/4. Donc cela veut dire que p de x supérieur à 6, d'accord, c'est tout simplement exponentielle de moins 3/4. Donc pour récapituler ici rapidement, je sais que x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Et je sais que lambda est égal à 1/8. Je sais que ma fonction densité f de x, c'est lambda exponentielle de moins lambda x, et donc 1/8 exponentielle de moins 1/8 fois x. Je sais que la représentation graphique de cette fonction densité, ça ressemble à ça. Ici, ça passe par lambda est égal à 1/8. Et puis, je cherche à calculer p de x supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire cette R-là. Et je sais que cette R-là, c'est 1 moins cette R-là. Cette R-là qui est ici. Et cette R-là qui est ici, c'est p de x compris entre 0 et 6. Et p de x compris entre 0 et 6, c'est l'intégrale de 0 à 6 de f de x dx. Donc du coup, cette R-là, d'accord, c'est 1 moins celle-ci, et je fais mon petit calcul d'intégrale, et je trouve exponentielle de moins 3/4. Et en tapant cette valeur à la calculatrice, je trouve ici 0,472, et je vais chercher maintenant dans les réponses qu'on me propose, 0,472, et voici la réponse, 0,472, donc c'est la réponse C. Allez, on attaque ici la question 4, on vous dit cet hypermarché vend des baguettes de pain dont la masse exprimée en grammes est une variable aléatoire réelle qui suit une loi normale de moyenne 200 grammes. Donc ici, la variable aléatoire réelle, c'est la masse exprimée en grammes des baguettes, d'accord? Et cette variable aléatoire suit une loi normale de moyenne 200 grammes. Donc ça veut dire ici que x, on va prendre des notes en même temps. Donc x ici, c'est la masse d'une baguette, d'accord? C'est la masse d'une baguette en grammes, exprimée en grammes. Et puis cette variable aléatoire ici suit une loi normale, donc normale, d'accord? On la note comme ça, loi normale. Et
je sais que la loi normale, j'ai besoin de mu ici, mu et de sigma. Et donc quand on marque comme ça, on met ici toujours sigma carré. Donc on a besoin ici de mu et de sigma. Mu ici c'est la moyenne, d'accord, vous le savez. Donc ici mu c'est 200, d'accord. Et ici sigma, est-ce qu'on me le donne dans l'énoncé? Non, on ne me donne pas sigma dans l'énoncé qui est l'écart type. Donc sigma ici, hop, sigma, je ne l'ai pas. Je n'ai pas sigma, on ne me le donne pas dans l'énoncé. Et on me dit ici, la probabilité que la masse d'une baguette soit comprise entre 184 et 216 est égale à 0,954. Donc on me donne la probabilité que x soit comprise entre 184 et 216. Donc ici, j'ai la probabilité que x soit compris entre 184 et 216. Et je sais que cette probabilité-là est égal à 0,954. Très bien, donc j'ai une probabilité, d'accord. J'ai ici mu qui est la moyenne, d'accord. Par contre, je n'ai pas le sigma, on ne me le donne pas dans l'énoncé. Et on me demande ici de calculer une probabilité. On vous dit la probabilité qu'une baguette prise au hasard ait une masse inférieure à 192 grammes a pour valeur arrondie au centième, celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Donc là, on me demande de calculer P de x inférieure, donc une masse inférieure à 192, c'est-à-dire on me demande de calculer P de x inférieur à 192. Donc c'est bien ça qu'on me demande de chercher. Donc je vous propose de relire cet énoncé pour nous assurer qu'on a tout compris. On vous dit cet hypermarché vend des baguettes de pain dont la masse exprimée en grammes est une variable aléatoire réelle. Donc ici j'ai bien dit que x c'est ma variable aléatoire qui est égale à la masse d'une baguette en grammes. Très bien. Cette variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit une loi normale de moyenne de 100 grammes. Donc elle suit une loi normale, hop, de moyenne mu est égal à 200 grammes. Mu, c'est toujours la moyenne. Et je sais qu'une loi normale, il faut toujours la moyenne et l'écart type. L'écart type, c'est sigma. D'accord? Et puis, quand on opte pour cette notation-là, on met toujours ici sigma carré. D'accord? Sigma carré, c'est le carré de l'écart type. Donc ici, je n'ai pas de sigma. Par contre, on vous dit la probabilité que la masse d'une baguette soit comprise entre 184 et 216 grammes est égale à 954. Donc là, on vous donne une probabilité. On vous la donne. Quelle est cette probabilité? C'est P de que x soit compris entre 184 et 216, et cette probabilité c'est 0,954. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quelle est la probabilité d'une baguette prise au hasard et une masse inférieure à 192 grammes a pour valeur arrondie au centième. Donc on vous demande en fait de calculer P de x inférieur à 192. Donc vous savez que quand x suit une loi normale et que vous voulez calculer une probabilité, la calculatrice va toujours vous demander de lui donner ces paramètres-là qui sont la moyenne et l'écart type. Or ici, vous avez la moyenne, mais vous n'avez pas l'écart type. Donc du coup, on va avoir, si on utilise une calculatrice, pour pouvoir calculer cette probabilité-là qu'on vous demande de calculer, la calculatrice, il va falloir lui donner mu et sigma. Or ici, vous avez mu, mais vous n'avez pas sigma. Donc là, en réfléchissant un petit peu, je me dis, bon, mais on me donne quand même une information que je n'ai pas utilisée. Quelle est cette information? C'est celle-ci, l'information. Donc peut-être que cette information-là va me permettre de trouver sigma. Et une fois que j'aurai trouvé sigma, j'aurai ici mu ici et sigma. Donc j'aurai ici mu et sigma, et je sais que quand j'ai mu et sigma, je vais pouvoir calculer n'importe quelle probabilité, et donc en l'occurrence la probabilité qu'on me demande ici, qui est P de x inférieur à 192. Alors comment je vais faire pour trouver ce sigma-là, connaissant cette probabilité-là? Eh bien, si je connais bien mon cours, il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille, c'est cette fameuse valeur-là, 0,954. Alors cette valeur-là, elle devrait vous mettre la puce à l'oreille, puisqu'on va reparler de ce qu'on appelle les intervalles 1, 2, 3 sigma. Eh bien, ces intervalles 1, 2, 3 sigma, vous savez qu'une cloche est toujours centrée en mu ici, d'accord? En mu, d'accord? Hop, en mu, d'accord? Et puis ici, je veux calculer en fait la probabilité que x soit compris ici dans un intervalle centré en sigma, qui est ici mu moins sigma, et ici mu plus sigma, c'est-à-dire je m'écarte ici de sigma à droite et de sigma à gauche. Donc P de x compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, cette probabilité-là est égale à 0,683. Donc ça, c'est une valeur que vous devriez connaître, c'est-à-dire que la probabilité que x soit compris entre
ici entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,683. De la même manière, si je m'écarte ici de mu, ici je m'écarte de moins 2 sigma, donc je me retrouve ici avec mu moins 2 sigma, et je m'écarte de la même manière ici, mu plus 2 sigma, donc ça aussi c'est une probabilité qui est connue, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette R là, d'accord, qui correspond à quoi? Qui correspond à probabilité que X soit compris entre mu plus 2 sigma ici et mu moins 2 sigma ici, cette probabilité-là, elle est tout simplement égale à 0,954. Cette probabilité-là est égale à 0,954. Et rappelez-vous, cette probabilité-là, 0,954, c'est pour ça que je vous dis que cette probabilité-là, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est celle qu'on vous donne ici dans l'énoncé. Donc on continue sur notre rappel de cours. De la même manière ici, si on s'écarte de mu de 3 sigma, donc si on a ici mu plus 3 sigma, et puis ici mu moins 3 sigma, cette probabilité-là qui est ici, d'accord, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est quelque chose que vous devez connaître. P de x compris entre mu moins 3 sigma et mu ici plus 3 sigma, donc vous avez compris, cette probabilité-là est égale à 0,997. Donc c'est ce qu'on appelle ici les intervalles 1, 2, 3 sigma. P de x compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, 0,683. P de x compris entre mu moins de sigma, mu plus de sigma, 0,954. P de x compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma est égal à 0,997. Donc ces valeurs-là, 0,683, 0,954 et 0,997, ce sont des valeurs qu'il faut bien connaître. Alors maintenant que je sais ça, je vais pouvoir reformuler cette information de l'énoncé. Je sais que P de x compris entre 184 et 216 est égal à 0,954 et je sais donc que ceci représente ici mu moins 2 sigma et ceci représente mu plus 2 sigma. Et comme je connais mu, je sais que mu c'est 200, donc ici c'est 200 moins 2 sigma qui est égal à 184, et puis ici c'est 200 plus 2 sigma qui est égal à 216. Donc là, je vais pouvoir en déduire la valeur de sigma, donc 2 sigma est égal à 216 moins 200 qui fait donc 16, vous l'aurez compris. Et puis ici, hop, sigma est égal à 16 divisé par 2, c'est-à-dire égal à 8. Et ici, j'aurais pu le faire aussi avec ça. Donc ici, moins 2 sigma, c'est 184 moins 200. 184, alors moi pas moins 2000, mais moins 200. 184 moins 200, ça me donne ici moins 16. Et puis ici, moins de sigma. Sigma est égal à moins 16 sur moins 2. Sigma est donc égal à 8. Donc maintenant, je sais que mu est égal à 200 et je sais que sigma est égal à 8. Donc, est-ce que je vais pouvoir trouver la probabilité qu'on me demande de chercher, c'est-à-dire P de x inférieur à 192? Et bien sûr que oui. Donc, pour ça, je vais faire un schéma. Donc, on me demande de chercher P de x inférieur à 192. C'est ça qu'on me demande de chercher dans l'énoncé. Sauf que maintenant, je sais que ma variable aléatoire grand X suit une loi normale et je connais mu qui est la moyenne, qui est de 200, et je viens de trouver sigma qui est égal à 8. Donc ici, si je fais un petit schéma, ma cloche est centrée en mu égale 200 et moi je cherche P de x inférieur à 192. Donc 192 est ici, 192. Donc ce que je cherche, c'est cette R là qui est P de x ici inférieur à 192. Donc cette R là ici, c'est P de x inférieur à 192. Je sais que la moitié de la cloche ici, l'air de la moitié de la cloche ici vaut 0,5. Donc ce que j'ai mis en bleu ici, c'est 0,5. Donc je vais pouvoir dire que P de x inférieur à 192, ce que j'ai mis en rose, c'est tout simplement le bleu, donc 0,5, moins cette partie-là, hop, cette partie-là, en vert que je suis en train de colorier ici. Et cette partie-là, c'est P de x compris entre 192 et 200. Donc cette R-là que j'ai mise ici en vert, d'accord, que je viens de colorier en vert, ici, c'est P de x compris entre 192 et 200. Donc ce que je suis en train de chercher, P de x
inférieur à 192. Donc, ce que j'ai représenté en rose, c'est la moitié de la cloche, ce que j'ai représenté en bleu. La moitié de la cloche, c'est 0,5, moins ce que j'ai représenté en vert, c'est-à-dire P ici de X compris entre 192 et 200. 192 et 200. Pourquoi j'ai fait cette entourloupe? Parce que la calculatrice, si vous voulez calculer une probabilité, d'accord, d'une variable aléatoire qui suit une loi normale, généralement, on donne ce qu'on appelle une borne finie, c'est-à-dire ici 192 et 200. Donc, dans votre calculatrice, vous allez pouvoir calculer très rapidement cette probabilité-là. En donnant quoi à la calculatrice? Eh bien, la calculatrice, vous allez aller dans le menu loi normale, d'accord? Et dans le menu loi normale, il va vous dire, très bien, votre variable aléatoire suit une loi normale. S'il vous plaît, quelle est la valeur de mu? Vous allez dire, mu est égal à 200. Quelle est la valeur de sigma? Eh bien, vous connaissez la valeur de sigma, c'est 8. Elle va vous dire, OK, qu'est-ce que vous voulez calculer comme probabilité? Donnez-moi les bornes. Donc, les bornes, c'est 192 et 200. Donc, vous allez vous donner ce qu'on appelle la borne inférieure qui est 192. Vous allez donner la borne supérieure qui est 200 ici. Et puis la calculatrice va vous donner la valeur de cette probabilité-là en vert. 0,34. Donc ce calcul-là, la calculatrice, quand vous avez choisi loi normale, vous avez donné la valeur de mu, de sigma, la borne inférieure et la borne supérieure. Ce calcul-là va vous donner 0,34. Donc ici, P de X inférieur à 192, eh bien c'est tout simplement 0,5 moins 0,34 qui me donne ici 0,16. Donc la réponse ici, P de X inférieur à 192, c'est 0,16. Est-ce que cette réponse m'est donnée parmi les 4 réponses? Je remonte et je vois ici qu'il y a un 0,16. C'est donc la réponse A. Donc évidemment, je le dis et je le répète, attention, ne pas sous-estimer les QCM et ne pas croire que les QCM, c'est quelque chose de facile. Bien au contraire. Pourquoi? Alors je ne cherche pas à vous décourager, au contraire, je cherche juste à vous dire que ne pas prendre de haut les QCM, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les autres réponses ici qui vous sont proposées, le 0,32, le 0,84 et le 0,48, en fait, ce sont des réponses qu'on vous propose, mais qui sont en fait inspirées d'erreurs fréquentes que font les élèves. Donc, vous pouvez très bien faire une erreur dans votre raisonnement, trouver l'une de ces valeurs-là, d'accord, et vous dire, on me la propose, donc c'est juste. Mais non, en fait, c'est faux, puisque ces réponses-là sont inspirées d'erreurs qu'on voit fréquemment sur les copies. Donc, c'est pour ça que je vous recommande vivement de bien faire vos raisonnements et de bien connaître son cours et de surtout ne jamais prendre de haut une question de QCM. Voilà, c'était tout pour cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.